Bien, bonjour à tous et toutes. Pour un bavard, ça va être compliqué parce que je dois terminer il y a 7 minutes ou 8 minutes, je crois. Et en plus de ça, j'ai remarqué qu'à la fin, quand même, vous avez l'intervention de l'activiste à 13 h. Et le cocktail démarre à 13 h aussi. Donc, on a intérêt quand même à se dépêcher. Comme on est, j'imagine, ici avec le Cercle Giverny, avec le collectif des entreprises inclusives, avec tout un tas d'acteurs de terrain, des convaincus, donc ce n'est pas forcément la peine de rappeler le pourquoi. Je trouve quand même que dans ce qui a été dit, il y avait deux, trois petites choses quand même juste intéressantes. Thomas Buberl le rappelait, c'est un risque. Et je pense que ça, c'est quand même important de l'intégrer dans les modèles économiques, dans la pensée économique, dans la pensée du chef d'entreprise, dans son mindset. C'est que si on ne traite pas en fait, des questions de cohésion sociale, elles finissent par nous rattraper. D'ailleurs, ça a été dit avec les Gilets jaunes. Et tout ça, en fait, ça coûte très cher. Donc, que ce soit par morale ou par intérêt économique, si ainsi le patron d'un des leaders mondiaux de l'assurance le dit, à mon avis, ça serait bien que ça percole un peu plus dans la tête des entreprises. La deuxième chose, c'était l'opportunité, mais ça aussi, ça a été souvent dit, mais ça a encore du mal à s'intégrer. C'est en fait que l'enjeu de mixité, d'inclusion, c'est une des conditions de la performance économique des organisations. Donc, voilà, tout le monde le sait, mais c'est bien de se le redire et donc de se questionner sur qu'est-ce qui fabrique, il y a pas mal de choses qui ont été dites là, qu'est-ce qui fabrique finalement de déterminismes sociaux qui font qu'à la fin, on a encore du mal à construire de la vraie mixité dans les collectifs d'organisation et donc de la performance économique durable qui est archi démontrée par toutes les études internationales. Et puis peut-être la troisième chose, c'est la nécessité. En plus de ça, ça tombe bien parce que c'est quand même un des rôles de France Travail. C'est que même dans une période qui est un peu plus difficile, on va dire, sur le plan de la dynamique du marché du travail, on a quand même encore 51% des entreprises qui ont du mal à recruter, dont c'est une difficulté pour pouvoir se développer et affronter les enjeux et les projets qu'ils ont. Et donc, du coup, si en fait on passe son temps à passer à côté des femmes dans le numérique ou dans l'industrie, ou d'une bonne partie de la population pour plein de raisons, le handicap, trop jeune, trop vieux, pas le bon nom, pas la bonne adresse, ça a déjà été dit, il ne faut pas s'étonner qu'on ait du mal à recruter si on a des œillères. Donc c'est aussi une nécessité. Donc le sujet économique et inclusion, en fait, c'est un enjeu très fort. Alors, moi, maintenant, de France Travail, qu'est-ce que nous, on peut apporter? Parce que ça fait quand même longtemps qu'on se parle de ça et que je pense qu'on a tous à la fois beaucoup d'enthousiasme, beaucoup d'optimisme et puis en même temps, quand même, si on se dit les choses, quand même aussi un peu de frustration parce qu'il y a quand même un certain nombre de choses qui se disent et qui se répètent d'année en année sans forcément qu'on sente de changement véritable. Et donc, nous, à France Travail, qu'est-ce qu'on peut essayer d'apporter finalement comme pièce à ce défi qui est proposé plus collectivement et notamment porté aujourd'hui par les entreprises. D'abord, je pense que il y a une phrase que disait mon prédécesseur et que j'aime bien, c'est que ne pas oublier que le service public, c'est le patrimoine de ceux qui n'en ont pas. Et comme l'a rappelé quand même Abdelali, avant de parler d'inclusion dans le détail, évidemment, la question du travail, du fait que le travail, on ait accès au travail, que le travail paye et qui permet de faire sa vie, de protéger sa santé, je pense que c'est quand même la condition quand même de base à toutes les discussions ensuite qu'on peut engager, enclencher et les voies de progrès qu'on cherche tous à apporter les uns les autres et notamment avec le collectif des entreprises inclusives et évidemment les entreprises s'engagent. Ceci étant dit, du coup, France Travail, nous, on est une jeune start-up par rapport à la plupart d'entre vous ici, puisque finalement, on n'est créé que depuis le 1er janvier 2024, mais évidemment, on a une base quand même solide, celle de la NPE puis de Pôle emploi, mais plus sérieusement, l'analyse qu'on a fait, c'est qu'il y a énormément de choses qui se font par les entreprises, par les associations, par le service public, mais que tout ça, ça ne produit pas tout à fait l'efficacité qu'on pourrait escompter. Et donc, ce qui est attendu de France Travail, c'est finalement de passer d'un acteur parmi les autres, un acteur qui est important. On est
on a 900 agences, des implantations très territoriales. Et je pense que quand on parle d'inclusion, évidemment, la proximité avec les territoires est très importante. On a 55 000 collaborateurs. On a tout le fruit aussi d'une expérience sur ces sujets-là. Puis évidemment, on travaille en réseau avec tout un tas de partenaires. Mais qu'est-ce qu'on pouvait changer? C'est que la somme des initiatives ne fait pas le changement systémique. Et qu'en fait, la réalité, d'ailleurs, c'était dit dans quelques témoignages, c'est que quand il y a une personne qui vient pour s'inclure, en fait, elle peut chercher un travail, mais parfois, c'est une maman seule qui a un enjeu de stabilité pour pouvoir retrouver un logement, qui va avoir peut-être des sujets de santé, des sujets de mobilité là-dessus. Et que si, en fait, on fonctionne tous les uns à côté des autres, en se parlant certes, mais en ne coopérant pas véritablement, en fait, finalement, on inflige la complexité de tout ce qu'on propose aux personnes qu'on est censé aider. Et d'ailleurs, le paradoxe, c'est que du coup, plus on a de besoins, plus on est en difficulté, plus du coup on a d'interlocuteurs et plus du coup la complexité se renforce. Donc il y avait ce que disait Martin Hirsch effectivement sur les coûts, mais il y a aussi la complexité de nos systèmes qu'on inflige finalement à ceux pour lesquels on est censé les aider. Alors comment on peut essayer de changer ça? La première des choses, c'est du coup de se dire notre service public, sa responsabilité, c'est d'essayer de travailler à faire en sorte qu'on s'organise un petit peu mieux. Pour ça, du coup, la première des choses, c'est l'inscription de tous à France Travail. Ça a l'air de rien, et c'est très administratif, mais depuis le 1er janvier 2025, on est enfin capable de se compter. Et l'histoire des invisibles, en fait, progressivement, là, on est en train de mettre ça de côté pour être capable de vous dire à tous, sur tel territoire, sur tel endroit, qui est dépourvu d'emploi. Par exemple, il y avait 1 200 000 bénéficiaires du RSA qui n'étaient pas inscrits, un peu plus de 200 000 jeunes, et je ne parle pas des primo-arrivants, je ne parle pas d'un certain nombre de sortants de prison, je ne parle pas de beaucoup de personnes en situation de handicap qui n'ont jamais été invitées finalement aux portes du travail. Donc s'inscrire et se connaître avec un diagnostic socio-professionnel là-dessus. Si on n'a pas ça, on va avoir du mal collectivement à pouvoir avancer. La deuxième chose, c'est arrêter peut-être les renoncements et puis travailler sur la prévention. D'ailleurs, Thomas Buber n'est pas là, mais la meilleure chose pour éviter les énormes coûts, c'est de faire de la prévention. La prévention, c'est du coup d'intervenir le plus tôt possible. Et ça a été dit, je pense qu'il y a des sujets évidemment d'orientation, d'école scolaire, etc. On n'a pas le temps de s'attarder. Nous, en tout cas là, sur lequel on est engagé, France Travail, avec nos partenaires, avec vous, puis avec tous ceux qui veulent, c'est d'aller le plus tôt possible. Je prendrai deux, trois exemples. Justement, typiquement, bénéficiaire du RSA, avant, il fallait 6 mois entre l'inscription RSA et éventuellement d'avoir un premier entretien. En fait, quand on passe ça de 6 mois à 10 jours, ça change un petit peu les choses. Lycée professionnel, 200 000 qui sortent chaque année, et les chiffres n'ont pas tellement varié ces dernières années, 90 000 qui sortent de lycée professionnel en se fracassant littéralement sur le marché du travail. Donc comment, ensemble, avec les missions locales, avec l'éducation et le monde du travail, France Travail, et les entreprises, on va accompagner progressivement, et on va généraliser ça d'ici la fin de l'année dans les 2100 lycées professionnels, d'accompagner les gamins dans la dernière année à trouver leur premier emploi, leur premier stage, leur première, etc. Ça évite en fait après de les récupérer 3 ans, 4 ans après, plus abîmés et plus complexifiés. Donc c'était ce que je voulais vous dire, inscription de tous. Donc le personne au bord de la route, ça va bientôt plus être un slogan, et surtout ça va vous donner les moyens d'agir et aller vers, parce qu'il va falloir quand même aller en chercher quelques-uns qu'on a laissés en route depuis trop longtemps dans les quartiers et puis dans les cas dont je vous ai parlé. La deuxième chose, et la grande difficulté, c'est le bon accompagnement pour chacun. Et c'est ça, en fait, la gageure. Et d'ailleurs, c'est souvent ce qu'on critique, et les premières critiques, on peut se les faire à France Travail. Mais on a aujourd'hui 7 400 000 personnes inscrites à France Travail. Je vous mets au défi de trouver une personne identique l'une à l'autre. Il y a évidemment des besoins identiques, des situations identiques, etc., mais elles sont toutes uniques. Elles ont toutes des besoins singuliers, une situation psychologique, des attentes d'accompagnement, etc., qui sont très différentes. Donc comment on fait de l'hyper-personnalisation, mais de masse, et avec toutes les contraintes de coûts, de ressources, de moyens que vous connaissez. Donc ça c'est le deuxième défi qui nous est posé. Donc ça suppose du coup une meilleure coopération,
Donc la data, ça a l'air de rien, mais on travaille en ce moment là, sur l'interopérabilité de tous les systèmes, la culture des communs numériques, qu'on arrête de se fabriquer des outils les uns à côté des autres, qu'on fabrique aussi de l'interconnaissance. En fait, on a tous besoin d'être le partenaire du premier ou du dernier kilomètre de l'autre. C'est l'Académie France Travail. On a déjà maintenant plus de 60 000 professionnels quand même depuis 4 mois qui ont rejoint. Et en fait, vous avez tous des choses à partager à plein d'autres gens. Et vous avez tous plein de choses à apprendre de plein d'autres gens. Et donc, voilà, on met à disposition ce Wikipédia, on va dire, du savoir inclusif pour pouvoir après derrière les combiner et puis que chacun, du coup, chaque travailleur social, chaque conseiller d'insertion, chaque personne en entreprise ait accès en fait aux informations dont il a besoin au moment où il a besoin. Je passe très vite, hein, je suis désolé parce que sinon je vais ne pas faillir à ma réputation. Donc, le bon accompagnement à 360 degrés, plein d'outils. Je pense que, en tout cas, ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'avant, on était et on agissait face à des chocs et des ruptures. En tout cas, la NPE, ça a été construit. D'ailleurs, ça s'est créé face à la découverte du chômage. Maintenant, en fait, c'est plus ça. France Travail, c'est accompagner les gens tout au long de la vie. Pourquoi ? Parce qu'en fait, une compétence, il y a 30 ans, elle avait 30 ans d'expérience de vie. Maintenant, c'est 2 ans et demi. Et donc, c'est aussi une opportunité par rapport à ce qu'on discute, mais c'est aussi une condition pour pouvoir réussir pour les entreprises et pour le recrutement. C'est qu'en fait, il faut s'orienter tout au long de la vie, il faut se former tout au long de la vie, il faut retrouver du boulot tout au long de la vie, et en fait, le voir comme des transitions qu'on va optimiser pour pouvoir passer ça. Donc, ça induit une transformation évidemment profonde de France Travail, mais je pense nous tous, ça doit nous questionner sur ça. Et le bon accompagnement, en tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est que moi, dans mon expérience d'abord d'éducateur, de conseiller d'insertion, etc., je n'ai jamais rencontré, si vous en connaissez un, de conseiller d'insertion qui est capable de faire face à toutes les situations. Ça n'existe pas. Si on est bon sur l'accompagnement à l'emploi, on va peut-être être un peu moins bon sur aider à retrouver un logement ou régler les papiers d'une personne en situation de réfugié, etc. Et donc, du coup, on a besoin les uns des autres. Donc, cette coopération, elle est absolument clé. Mais par contre, elle s'organise. Et donc, nous, la France Travail, on est en train de vous mettre à disposition les outils qu'on co-construit avec tous les acteurs qui le veulent et qui le souhaitent pour qu'ensemble, on puisse relever le défi de cet accompagnement personnalisé de masse. Évidemment, ça suppose révolution technologique. On investit énormément sur l'IA et la data. Je pense que ça va être une énorme opportunité par rapport à notre sujet si on le gère évidemment bien. Et si vous voulez, vous pouvez aller en Pays de Loire ou en Centre-Val de Loire pour commencer à découvrir tout ce qui est en production est assez impressionnant. Et évidemment, tout ce qu'on fabrique à France Travail, on le remettra à disposition de tous ceux qui œuvrent pour l'inclusion. L'accompagnement en posture coach, là où on est trop à dire ce qu'il faut faire, ou etc. Enfin, voilà, c'est comment on accompagne les gens en fait, dans ce champ des possibles, et surtout en fait, quand ça varie comme ça. Donc ça, c'est une révolution assez importante. Et puis la coopération dont je vous ai parlé, mais vraiment du coup orientée client, usager. Donc, inclusion de tous, le bon accompagnement. Le troisième levier, évidemment, c'est l'accompagnement des entreprises, surtout que je suis dans la maison du MEDEF, donc je pense que Patrick Martin, si je ne parlais pas de ça, il m'en voudrait très fort, mais il ne faut pas oublier que France Travail est là pour accompagner toutes les entreprises. Et alors, quand elle le fait, elle est... maintenant plutôt bien noté, hein. On est passé à 90... Non, depuis le début de l'année, là, on a même franchi les 90% de taux de satisfaction des entreprises qui passent par nos services. Donc ça c'est plutôt la bonne nouvelle. Par contre, la mauvaise, c'est qu'il n'y en a que 23% qui utilisent nos services. Et que les TPE-PME qui font 70% de l'emploi dans ce pays sont celles qui n'utilisent pas le service gratuit pour pouvoir les aider à recruter inclusif. Et là, en plus de ça, je vous dis... On a des outils qui sont canons sur l'inclusion pour s'affranchir du CV, recruter par le sport, par l'immersion professionnelle, par la méthode de recrutement par simulation. On peut aussi payer les formations pour transformer un candidat motivé en un candidat prêt à l'emploi, ou etc. Je n'ai pas le temps, mais enfin, voilà, si ça vous intéresse. Et maintenant, on va avec France Travail Pro, et grâce à la mobilisation aussi de beaucoup d'entreprises, évidemment des organisations patronales, de plus en plus vers ces entreprises. On en a fait 100 000 en 2023, 260 000 en 2024. On va en faire 400 000 avec qui on va frapper à la porte en 2025. Et je vous dis ça pourquoi ? Parce que vous qui portez des démarches inclusives, ou vous les grandes entreprises qui montrez une forme de chemin,
eh ben, c'est comment en fait on coalise ensuite la mobilisation de toutes ces entreprises dans une dimension où du coup le passage à l'échelle sera extrêmement puissant. Ensuite, l'inclusion, c'est pas donné à tout le monde, hein. En fait, c'est compliqué, hein, l'inclusion. Puis je pense que si on interrogeait chacun y mettrait des définitions très différentes. Mais c'est pour ça que pour pouvoir passer à l'échelle, bonjour Madame la Ministre. C'est toujours délicat de parler devant son chef. J'en étais à presque la conclusion. Mais, donc sur la partie entreprise, donc aller vers et apporter les services en fait aux entreprises, parce que c'est compliqué en fait d'employer, surtout quand on est une boîte de moins de 50 salariés. Donc voilà, ça c'est France Travail Pro. Et le pendant, c'est l'autre facette de la pièce qui se fait avec le public et le privé. Et je pense que si on a envie de changer d'échelle, et ça a été dit très bien d'ailleurs par les chefs d'entreprise qui sont intervenus avant, et je pense que c'est la logique qui préside aussi à ce que porte le collectif et puis le Giverny l'inclusion, c'est l'alliance entre le public et le privé. On l'a fait sur un jeune, une solution. En fait, ça fait que du coup, le taux de chômage a baissé, que le taux d'emploi a augmenté. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, on l'a fait ensemble avec de la mobilisation d'argent et d'actions publiques, mais surtout aussi d'une mobilisation comme on avait rarement connu des entreprises. Quand on met tout ça en dynamique, on peut avoir un effet systémique. Là maintenant, je vous invite à aller regarder le collectif Les Entreprises s'engagent. On travaille très bien avec Giverny l'inclusion et puis le MEDEF évidemment là-dessus et le collectif, mais pour accompagner le passage à l'échelle en disant qu'est-ce qu'on peut faire, les actions pour pouvoir le faire, évidemment après derrière la mesure de l'impact qui va avec. Alors justement, peut-être moi le vœu que je forme, c'est du coup de se dire maintenant, en fait, on a tous les ingrédients. On a la chance d'être dans un pays où il y a quand même aussi beaucoup d'énergie et il n'y a pas des renoncements comme ce qu'on peut entendre de l'autre côté de l'Atlantique, au contraire. Donc ça c'est plutôt la bonne nouvelle. Donc du coup, c'est qu'est-ce qu'on change là-dessus ? C'est les conditions vraiment du passage à l'échelle. Je vous en ai donné quelques-unes, mais peut-être pour terminer, les outils. Plutôt que d'en réinventer, c'est de passer une logique de commun. Donc il y a plein d'outils qui existent, qui marchent, qu'on peut mettre à disposition et qu'on vous met en visibilité France Travail avec vous. Il y a la notion de modèle économique. Ça a été dit par Abdelali. Il faut arrêter avec les appels à projets où on démarre des belles choses et puis au bout de 3 ans, après derrière, paf, le truc qui s'arrête là-dessus. Il faut arrêter aussi de vouloir tout faire dans son organisation, mais de regarder comment je peux l'articuler avec l'action des autres là-dessus. Et en tout cas, France Travail est à la disposition de toutes les associations et de toutes les entreprises qui ont envie de travailler au passage à l'échelle de leur modèle. Nous, on a, je dirais, une forme de puissance de feu, mais par contre, on n'a pas forcément, et c'est normal, et on ne revendique surtout pas la capacité à pouvoir tout faire, tout savoir, etc., et de faire tout le travail de dentelle qui est absolument essentiel dans l'inclusion. Donc, la culture du modèle économique, des outils, de la mesure d'impact, et surtout que ça ne coûte pas cher, la mesure d'impact, parce que sinon... et donc, voilà, maintenant, nous, on se branche sur la DSN, et comme ça, on va pouvoir vous livrer les impacts, mais sans la charge de reporting qui va avec. Ça, c'est très important. Et puis enfin, pour terminer, on a besoin d'un changement culturel. Et là, ça va me permettre de citer en plus de ça ma ministre, ce qui fait toujours bien dans une conclusion, et surtout quand la ministre est là, c'est qu'il y a faire et mettre en œuvre. Mais s'il n'y a pas aussi un changement de mindset en fait, sur ces questions d'inclusion, pour les raisons que je vous ai dit en introduction, on va avoir du mal à avancer. Et si on se dit la vérité, c'est parce qu'on nous a appris dans les écoles, en fait, l'inclusion, la mixité, la vulnérabilité, la fragilité. Et pourtant, c'est ce qui est consubstantiel à notre nature humaine, à la nature collective, et ce qui, du coup, doit être embarqué dans tout projet collectif. Et évidemment, le projet d'une entreprise n'y fait pas exception. Mais pour pouvoir faire ce changement d'échelle, en fait, il y a l'action de lieux de réflexion comme le Giverny de l'inclusion. Il y a la démarche du collectif, des entreprises engagées, ou que des grands chefs d'entreprise, des grandes entreprises, etc., portent ça pour
pour porter la voix, etc. Ça apporte, je trouve, une crédibilité à ça, mais je ne vais pas en rajouter à la remise de médailles ou à l'enterrement de Gilles Vermaux-Desroches, parce qu'il a déjà eu le droit à son homélie tout à l'heure. Mais ça, c'est vraiment clé, ce rôle du collectif. Et puis, évidemment, on vous met à disposition, les entreprises s'engagent pour pouvoir continuer d'accompagner ce déploiement-là. Et en fait, il faut tout. Il faut de tout ça, il faut unir nos forces, en tout cas, pour faire en sorte que cette inclusion devienne une évidence. Et pour ceux qui ne s'en sont pas rendus compte, en fait, l'évidence, elle était dans la fête unique, ou le festival unique, qu'on a organisé avec pas mal le concours des uns et des autres. Ouais, ça s'est monté en 5 mois, donc c'était pas encore complètement parfait. Mais vous voyez, en 5 mois, il y avait 30 000 personnes qui étaient au Parc Floral de Paris, et 1200 événements un peu partout en France, mais des événements à impact. Et des événements à impact et avec de la vraie inclusion. Moi, j'étais par exemple, pour terminer, je suis passé dans les Pyrénées-Atlantiques, et vous aviez à la fois le concert de chanteurs basques. Donc là, c'était vraiment que des hommes 50 à 60 ans moustachus. Ensuite, vous aviez les défilés de mode de créatrices d'entreprises de quartier. Vous aviez des mamans et des femmes voilées qui racontaient comment elles avaient appris le français, l'informatique et un métier là-dessus. Et je pense que c'est aussi ça qui se joue. C'est la croisée entre l'économique et le social, mais aussi de faire en sorte finalement de faire croiser les mondes. Donc pour ceux qui n'étaient pas au Festival Unique cette année, c'est une invitation à nous rejoindre pour l'année prochaine. Merci à tous.